Et on le voit même sur des départements où il y a aussi de la polyculture élevage. Il y a certains départements où même à l'intérieur des exploitations, ça a été très segmenté. On a une collègue du Tarn qui disait que elle a des exploitations où il y a des grandes cultures et des ovins, et les ovins ne vont pas pâturer dans les grandes cultures, quoi. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, pardon, c'est encore moi, Frédéric Denry, fidèle au poste, après une journée entière de débats que j'ai animés, notamment sur les questions de bilan carbone, de décarbonation, de réglementation européenne. J'ai la tête absolument farcie. Je vais donc prendre l'air en votre compagnie. Alors, petite actualité, c'est le printemps, comme vous le savez, et quand c'est le printemps, comment on reconnaît que le printemps est là? Bien, Harmonie qui arpente la campagne avec sa bêche. Voilà, Harmonie est le symbole du printemps, et Anaï qui, elle, fait des analyses au Pecnolab. L'une est recluse dans le laboratoire, le Pecnolab, et l'autre va dehors. Voilà, c'est ça, le printemps pour le réseau Sol. Alors, bientôt sera en ligne, petite actualité des formations pour celles et ceux qui n'ont pas la chance, insigne, de pouvoir être adhérents au réseau Sol. Alors, ce soir, nous sommes donc le 28 mars, c'est le 87e jour de l'année. Il faut signaler quelques naissances et fêter quelques anniversaires avant toute chose. C'est l'anniversaire du Big Bang, mesdames et messieurs. C'est le 28 mars 1949 que l'astronome Fred Hoyle a pour la première fois parlé du Big Bang à la BBC. C'est aussi, ça a été moins révolutionnaire pour la science, un 28 mars 1976 que l'heure d'été a été promulguée en France. Je n'ai toujours pas compris à quoi elle sert. Si vous avez des réponses, écrivez-moi ou écrivez à Jacques, il me fera suivre. C'est aussi l'anniversaire de Lady Gaga et de Benjamin Pavard. Voilà, tout ça pour vous faire patienter. On continue cette troisième saison consacrée aux paysans, à l'élevage et au sol. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Oui, eh bien aujourd'hui, ce soir, c'est l'éco-pâturage, pardon, lapsus, c'est la polyculture élevage. On a vu la culture, on a vu l'élevage, donc on fait la polyculture élevage. Le titre dit tout, le pâturage des intercultures, quand des paysans s'entraident pour inventer une nouvelle forme de polyculture élevage, le pâturage des intercultures, quand d'autres, comme Solagro, estiment que les intercultures doivent nourrir les méthaniseurs. On voit peut-être là comme un petit sujet de débat avec Laura Dupuis et Camille Ducourtieu. Est-ce que vous êtes avec nous? Allumez votre micro, allumez votre caméra. Je vous accueille. Bonsoir. 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 Alors, vous allez lever la main, non pour dire je le jure et dire assurer que vous n'allez pas nous mentir, simplement pour vous identifier. Camille. Camille est à ma droite, est à votre droite, mesdames, messieurs. Vous êtes conseillère au vin et fourrage à la Chambre d'agriculture de ce magnifique département de la Dordogne, enfin magnifique, moins quand même que le Lot qui jouxte la Dordogne, c'est juste un sentiment personnel. Et Laura, voilà, donc, levez la main aussi, il n'y a pas de raison. Voilà, puis moi aussi je lève la main. Vous êtes chargé de mission agriculture bio à la Chambre d'agriculture de Dordogne. Bref, Laura, on va dire que vous représentez la production végétale et Camille, la filière animale. Donc, il était normal que vous deux, en dialoguant, vous aboutissiez à cette idée de polyculture élevage. Quand le végétal rencontre l'animal, ça donne de la polyculture élevage qui finalement est vieille comme le monde, est vieille comme l'agriculture. C'est comme si on l'avait oublié pendant un certain temps et on y revient comme si l'agroécologie, c'était réinventer l'eau tiède. Voilà, là, je vous lance une question ouverte. À vous de vous débrouiller avec ça. Démarrez. Alors, nous, on a la chance d'être dans un département, la Dordogne, où il y a encore beaucoup de polyculture élevage. Donc, on va dire qu'on baigne dedans depuis pas mal d'années. Et on a par contre des départements limitrophes où c'est moins le cas et où ils sont intéressés par l'exemple de ce qui se passe en Dordogne. Lesquels? La Charente, par exemple? Par exemple, la Charente, le Lot-et-Garonne aussi, où il y a eu, je pense, encore plus de segmentation que chez nous sur les filières. Donc, vous appelez segmentation, c'est d'un côté on fait du végétal et rien que ça, de l'autre côté on fait de l'animal, c'est ça? Oui,
Voilà. C'est ça. Et on le voit même sur des départements où il y a aussi de la polyculture élevage, il y a certains départements où même à l'intérieur des exploitations, ça a été très segmenté. On a une collègue du Tarn qui disait elle a des exploitations où il y a des grandes cultures et des ovins, et les ovins ne vont pas pâturer dans les grandes cultures, quoi. Et Ça pourquoi reste donc? Et pourquoi donc? ben pour eux, intellectuellement, c'est des ateliers différents et on ne les conduit pas de la même manière. Donc, il y a d'un côté la production de céréales et de l'autre côté la production animale. Et ils différencient les deux choses, quoi. Et ils ont leur surface fourragère prévue pour les animaux et la surface de grande culture où on met de plus en plus des intercultures, mais pour eux, c'est pour le végétal et pour les cultures, c'est pas pour leurs animaux. D'accord, leurs animaux pourraient aller manger chez le voisin, mais non, ils préfèrent leur donner éventuellement du foin, déstocker du foin, ou enfin voilà, ils pourraient y aller, Oui. mais ils n'y vont pas. Il y a une barrière mentale. Oui, mais même sans aller chez le voisin, ça peut être D'accord. chez eux, Ah oui, chez même eux-mêmes. chez eux, même chez eux, ouais. Mm. Ah oui. Ce que vous avez mis en place s'appelle Interagite Plus. Laura, bah voilà, c'est vous qui allez dérouler cet acronyme. Ça veut dire quoi cette affaire? Alors, interagir C'est plus. le piège, hein. Mais oui, tout à fait. C'est pour. Et d'ailleurs, je révise, je recherche. On le déroule jamais finalement cet acronyme. Ça veut dire interaction entre agriculteurs pour gérer les intercultures à l'échelle territoriale pour des activités agricoles plus durables. Ah oui, vous l'avez bien compris, mais quand même, hein. C'est long. Ça y est, Vous j'ai aimez bien les déroulé titres longs l'acronyme quand même, hein. complet. Et donc, l'idée, c'était vraiment de faire interagir effectivement l'élevage enfin, production animale et production végétale. D'accord, parce que, alors, hormis les agriculteurs qui, comme vous l'avez dit, hein, qui ont des ovins chez eux, de la céréale, mais qui font pas les ovins sur leurs céréales, ça veut dire qu'entre agriculteurs segmentés, pour reprendre votre image, votre terme, pardon, y a pas de dialogue. Enfin, il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de discussion sur jamais il y en a un qui va dire bah, tiens, moi j'ai de l'interculture, viens les pâturer. Non, ça n'existe pas. Il a fallu que vous serviez de médiatrice. Alors, Vous battez pas, hein. oui, on peut pas. Non, non, on se regarde, on se répartit. Non, non, ça existait quand même déjà et heureusement, hein. Ça se fait un petit peu, ça se développe et ça entraîne beaucoup de questions. Et c'est ça qui nous a conduit effectivement à déposer ce projet qui va durer 3 ans et demi et qui a commencé en 2022 pour essayer d'expertiser à la fois les champs techniques et également économiques, sociaux, juridiques. Et puis surtout voir comment est-ce que ça peut mieux s'intégrer au sein de territoires très D'accord. segmentés, comme dirait Camille, mais très spécialisés. Donc ça vient de vous, par observation justement de ce manque, ou ça vient des agriculteurs eux-mêmes qui ont dit merde, c'est quand même con de ne pas profiter l'un de l'autre, ou les deux peut-être. Alors, ça vient des deux et ça vient aussi à l'origine d'observations, notamment des éleveurs ovins qui allaient pâturer dans les vergers et dans les vignes sur nos territoires du sud-ouest. Et avec l'Institut de l'élevage, comme on fait des suivis de fermes dans le cadre des réseaux Inosis, fermes de référence, on s'est intéressé à ces situations-là. Et on s'est dit, tiens, mais c'est super comme concept, la brebis qui va entretenir sous des arbres ou dans les interrangs des vignes, qui fertilise. Il y a des animaux en plus dans un milieu pas diversifié, mais ça donne aussi en plus une image, c'est tout bête, mais agricole intéressante pour les producteurs. Donc, on a, autour de ces expériences sur le terrain, on a d'abord déposé un projet avant Interagit Plus, un projet qui s'appelait Brebis Link. Donc, la brebis qui fait du lien, voilà, au sein du territoire. Et là, c'était le principe, c'est la brebis, c'est un animal qui peut aussi rendre service à l'échelle d'un territoire, tout en continuant à produire. Ce n'est pas simplement l'éco-pâturage où on oublie le rôle agricole et de nourrir les hommes, mais et qui sert en plus à entretenir le paysage. Donc, on était là-dessus. Et après est arrivée la problématique zéro glypho, réduction des phytos, comment on va faire. Et avec donc une collègue de l'Institut de l'élevage, elle a dit, oh, il faut travailler sur la brebis Roundup
Il Un faut brebis Roundup. la brebis Roundup, la brebis qui remplace le Roundup ou qui tente de remplacer le Roundup. Donc, il faut qu'on continue de travailler après Brebis Link, mais sur la problématique plus grande culture, où là, il y a aussi quelques cas donc, de pâturage d'interculture, mais où il nous semble important que ça se développe à l'avenir, quoi. Est-ce que ce n'est pas un peu révolutionnaire ce que vous prônez? Est-ce que, je reprends la question de Charles Gers sur Internet, est-ce que vous ne dites pas le contraire de ce que disaient vos prédécesseurs au sein de la Chambre d'agriculture qui peut-être ont poussé les agriculteurs il y a une vingtaine, trentaine, quarantaine d'années à segmenter justement? Est-ce que ce n'est pas un retour en arrière, une remise en cause d'une certaine vision de l'agriculture? Alors, c'est une... Oui, qui se fait progressivement quand même, mais qui est en fait revenir à ce qui se faisait il y a 40 ans, quoi. On refait quelque chose qui se faisait avant l'intensification et la segmentation, comme je disais, des ateliers. Quand vous Ça dites se 40 ans, voit. c'est même avant ça, non? C'est avant les années 80? Ah oui, oui, c'est que je vois pas le temps passer, mais Vous n'êtes pas bien vieille on va pour ça, dire hein. entre enfin, avant la révolution agricole des années, enfin, Les 50-60. voilà, des années 50-60, où on a eu jusque après-guerre, par exemple, beaucoup de pastoralisme et des troupeaux qui se déplaçaient fréquemment. Et ça, après-guerre, ça a disparu après-guerre, mais jusqu'à après-guerre, c'était vraiment très prégnant dans nos campagnes. Ça a disparu. Et est-ce que ensuite ceux et celles qui continuaient dans ce pastoralisme étaient mal vus ou étaient considérés comme des has-been, comme des conservateurs, que sais-je encore? Peut-être comme des pauvres, des agriculteurs qui n'avaient pas les moyens de faire la grande culture? Alors oui, et ça l'est. Alors cette forme d'élevage où on va chez l'autre pour aller entretenir ou pâturer, donc elle a été de plus en plus mal vue parce que il y a plus ce lien à la propriété. Ah oui. Et donc, il faut, dans le monde agricole quand même, on dit il faut des terres, c'est le nerf de la guerre, quoi. Et là, on se retrouve sur des systèmes qui se développent basés sur du pastoralisme, où on n'a pas toujours des agriculteurs qui ont des terres, ou très peu. Et donc ça a encore une image de précarité et de pauvreté, quoi. C'est en train de changer, ça, vous pensez? C'est en train de changer, mais difficilement au sein de la sphère technique et aussi commerciale. Enfin, toute la sphère agricole a du mal à accepter cette vision-là, sachant que nous-mêmes, on n'est pas là pour dire c'est le système Bien sûr. d'avenir. Il faut raison garder. Il y a de la place pour différents systèmes. Celui-ci a sa place, mais pour un certain contexte familial aussi pour la personne. C'est un peu comme les bergers en estive. Bon, c'est difficile quand on a une famille de passer 6 mois de l'année tout seul dans la montagne. Bon, ben là, c'est un peu pareil. Faire du pastoralisme, c'est pas possible pour tout le monde, quoi. Donc, Bon, pastoralisme, il y a du loup par chez vous? alors oui, enfin. Ah oui ou non? Question. Oui, non, c'est-à-dire qu'il passe. Pour l'instant, il passe et il n'est pas à demeure. Il y en a dans le Lot, à demeure. Il y en a en Haute-Vienne, des attaques. Chez nous, en Dordogne, c'est du passage. En tout cas, cette année, les signalements ont explosé, quoi. On est de mémoire à entre 35 et 40 signalements sur l'année dernière. Donc, les signalements, c'est des témoignages, quoi. Soit des attaques et donc l'OFB intervient, mais pour l'instant, il n'y a pas de présence avérée à part 3 signalements vraiment visuels. Bon, apparemment, ça ne fait pas trop peur aux éleveurs candidats à Interagite Plus, hein. Alors, si. Ah. Enfin, ça leur fait peur, mais donc ils s'équipent en patou. Donc le patou qui était réservé à des systèmes montagnes, maintenant on le voit aussi dans nos plaines, on va dire.
Ce qui pose problème parce que c'est quand même un animal de défense et on se retrouve sur un secteur. Alors, on n'a pas beaucoup de randonneurs comme en montagne, Enfin, mais quand même, je sais pas, il y a bien, Saint-Jacques-de-Compostelle qui passe chez vous, il y a le c'est GR6. vrai, Hein. c'est vrai, c'est vrai, mais on va avoir, au lieu d'avoir des chemins balisés de randonnée, même, c'est presque pire. Enfin, on en a, mais on va dire qu'on a une circulation humaine plus diffuse et peut-être plus complexe qu'en montagne. Ce qui rend difficile la mise en place de protection des troupeaux, quoi. Donc ça, c'est une crainte. Euh, et voilà, les éleveurs, alors c'est pas ce qui les empêche de se lancer dans Voilà. plus de pâturage, C'est quoi mais alors? Qu'est-ce qui leur fait peur aux éleveurs, plus que le loup? alors Aux éleveurs. aux éleveurs, ce qui leur fait peur, c'est alors ceux à qui ça fait pas peur, c'est ceux qui sont d'emblée à s'installer sur un système pastoral avec peu de terre. Ceux-là, c'est leur raison de travailler, c'est leur raison d'être, j'allais dire. Enfin, c'est le cœur de leur métier, c'est de faire ça. Ceux qui sont freinés, c'est tout bonnement parce que donc, quand on s'installe agriculteur, on n'est pas idiot, on dimensionne son exploitation pour qu'on soit à minima autonome en fourrage. Si on n'est pas totalement autonome en fourrage, on fait des foins sur les prairies de voisins qui exploitent plus trop leurs prairies. Et voilà comment on arrive à être autonome. Donc, aller pâturer ailleurs, jusqu'à présent, ils n'en éprouvaient pas le besoin, ils n'avaient pas besoin, ils avaient suffisamment de fourrage. Maintenant, on arrive de plus en plus sur des années sèches où là, par contre, il commence à se poser des questions parce que en ayant 3 années d'affilée où c'est difficile, ils se disent bon, maintenant, il va falloir peut-être trouver d'autres sources parce que soit on décapitalise, on baisse nos chargements, soit on trouve d'autres solutions. Et la solution de pâturer des intercultures ou ailleurs, c'est un des leviers importants face au changement climatique. Et là, vous passez la main à Laura Dupuis, et je vous trouve bien patiente depuis tout à l'heure. Il était temps que ça se termine. Qu'est-ce qu'il y a comme bon candidat? Enfin, est-ce qu'il y a un type de culture ou un type de conduite de culture ou un type d'assolement qui est favorable à la polyculture élevage en interculture, des intercultures, pardon? Alors du coup, là, quand on parle d'interculture, on parle d'interculture de manière large, c'est-à-dire qu'on parle à la fois des couverts végétaux, mais aussi des repousses spontanées de culture, des colzas par exemple, des chaumes, et aussi ça peut être de la végétation non attendue, comme de l'ambroisie par exemple, qui se développe beaucoup dans notre département. Mais l'ambroisie, c'est très allergène. Vous faites manger de l'ambroisie Oui, au alors et effectivement, on peut faire pâturer l'ambroisie à feuilles d'armoise, qui est effectivement une adventice qui pose de vraies questions de santé publique, puisque comme vous l'avez dit, elle a un pollen extrêmement allergène. Donc, dans la majorité des départements où elle est présente, il y a des arrêtés préfectoraux qui rendent obligatoire la destruction de l'ambroisie avant l'émission de pollen et donc de graines derrière. Et effectivement, l'ambroisie peut se pâturer sans souci, tant qu'elle n'est pas trop lignifiée, c'est-à-dire tant qu'elle n'a pas trop avancé en stade. Et donc ça tombe bien, puisque c'est avant, avant lignification, c'est-à-dire avant émission de pollen. Donc tout le monde s'y retrouve. Alors, je vous repose la question, est-ce qu'il y a des cultures types, des itinéraires types, des assolements types, ou au contraire, tout peut être pâturé de cette façon? Non, il n'y a pas d'assolement type. Le principal, c'est d'avoir une interculture. Et on en a dans tous nos assolements, en fait, puisqu'il y a forcément des moments où, entre une culture d'été et d'hiver et vice-versa, on a Il n'y a jamais de sol à nu en Dordogne, tout est couvert tout le temps. Bien sûr que si, mais comme les chaumes peuvent rentrent dans notre définition d'interculture, tout passe dedans. Et effectivement, il y a des zones vulnérables en Dordogne sur lesquelles la couverture des sols est obligatoire, qui ne couvrent pas la totalité du département. Mais avec la nouvelle PAC qui arrive, on va de toute façon avoir une grosse couverture des sols, encore plus que celle qu'on a. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle change, cette nouvelle PAC? Et qui sera mise en œuvre quand? Alors, la nouvelle PAC, elle démarre en 2023. Donc, nos collègues qui font les dossiers PAC, ils se préparent pour début avril, c'est-à-dire bientôt. Elle va durer jusqu'en 2027 au moins. En général, ça dépasse un peu. Et donc, dans cette nouvelle PAC, on a l'obligation de couvrir les sols pour les intercultures longues. Et en gros, c'était pour l'instant obligatoire sur les zones vulnérables, pas avec exactement le même contour. Et là, les zones vulnérables, c'est-à-dire les zones érosives ou les zones pleines de nitrates, les sipons, c'est ça?
Ouais, exactement. D'accord. Oui, tout à fait. On peut résumer ça comme ça. Ouais. Et du coup, bah, là, ça va beaucoup plus se démocratiser. Donc, on va Ah, de ça toute dépend ce façon. qu'on plante, mais est-ce que la PAC impose un certain type de culture? Non, Non? non, non, non. Parce que Et si c'est juste du effectivement, raigras, bon, je ne sais pas si ça va nourrir les moutons. et si, justement, Ah justement. Et bon? on n'a même pas besoin de semer du raigrade des parcelles. On a fait des suivis là Ouais, effectivement, chez un céréalier qui avait des repousses de raigrade et pour lequel le raigrade est une adventice qu'il ne sème certainement pas. Et du coup, il y a effectivement un éleveur ovin qui allait pâturer d'accord, le raigrade. d'accord. Comme quoi, même les adventistes peuvent faire des heureux. Magnifique. Comment vous vendez ça aux cultivateurs? Vous leur dites, voilà, ça va vous débarrasser, ça vous évitera de prendre le tracteur pour déchaumer. Les bouses, les cacas, voilà, tout ça, ça va fertiliser votre terre. Ouais, C'est ça les arguments? complètement. Alors, on a démarré le projet en 2022 et donc on a une stagiaire qui a réalisé des enquêtes auprès de binômes, donc vraiment Mhm. céréaliers éleveurs, qui faisaient pâturer chez eux. Et finalement, ce qui ressort le plus comme motivation à accueillir un éleveur pour un céréalier, c'est la notion de rendre service. Et c'est marrant parce que quand vous me citez là vos arguments, c'est des arguments vraiment agronomiques. Et finalement, ce qui ressort des enquêtes, c'est d'abord cet aspect social qui est de rendre vraiment service à un éleveur, en lien effectivement avec la sécheresse qu'on a eue particulièrement cette année aussi. Alors même que dans la culture collective, vous disiez, hein, l'éleveur qui pasteur, il était réputé non propriétaire, donc pauvre, donc on l'oubliait. Là, c'est un changement complet finalement. On lui accorde la même valeur qu'à soi. Oui, alors, pas complètement, ça dépend des régions. Parce que ce qui reste encore très fort, hein, on l'a vu dans nos enquêtes, c'est que généralement, alors dans le sud-ouest, pas trop, mais dans les zones où les éleveurs parfois peuvent manquer de ressources, le céréalier fait payer l'éleveur pour son passage. Et donc, indirectement, c'est je suis céréalier, moi, je t'offre quelque chose. Enfin, Ah, et inversement, enfin, c'est don contre don, là, pour le coup. oui, mais enfin, quand il propose sa surface, il fait payer à l'éleveur. Donc pour lui, je, Et c'est moi l'éleveur ne qui fait suis pas payer propriétaire. la location de l'usage de ses brebis. Comment? Pardon. Pardon. Et l'éleveur ne fait pas payer l'usage de ses brebis aux céréaliers. Non, Ah oui, non. c'est comme ça que ça Donc se passe. D'accord. voilà, culturellement, c'est le céréalier qui vend à l'éleveur. Donc il y a un principe un peu, enfin, péjorativement, d'infériorité un peu, quoi. Oui. Il y a ça. Dans le sud-ouest, pas trop. Parce que justement, les éleveurs, on en reparlait récemment avec des collègues, les éleveurs ont peut-être dans ces zones-là de moins gros besoins en fourrage. Donc, bah, le céréalier, s'il veut que l'éleveur vienne chez lui, il va pas lui dire, bon, bah, viens et tu vas payer en plus, quoi. Oui, Voilà. bien sûr. Comment, enfin, je me marche sur mes propres pieds. J'allais vous demander comment on modélise, mais est-ce qu'il faut modéliser? On a tel éleveur, on a tel céréaliculteur, chacun a envie voilà, de profiter l'un de l'autre. Est-ce que ça se modélise? Est-ce qu'on se dit, voilà, pour tant d'hectares, il faut tant de moutons, mais à cet endroit-là, enfin, j'en sais rien. Est-ce qu'on modélise ou c'est du doigt mouillé? Ou de toute façon, tout est bon, il suffit de mettre un mouton sur une terre et puis tout ira bien? Alors, on va répondre à deux. Moi, je vais commencer par, parce qu'en fait, Laura, tu pourras parler du travail d'AgroParisTech là sur le jeu. En tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est que au départ, hein, généralement, ces partenariats, ils n'ont pas besoin de modélisation parce qu'ils se mettent en place pas à pas. D'accord. C'est-à-dire que le céréalier ou l'éleveur, déjà, généralement, c'est des gens qui souvent se connaissent, soit ils sont voisins, soit ils sont amis. Euh, et donc, le céréalier va dire, par exemple, ben moi, tiens, reprenons l'exemple du céréalier en Dordogne qui est envahi de raies-gras. Il en parle à son copain voisin éleveur qui dit, ah, mais moi, mes brebis, elles vont venir manger ton raies-gras. Donc, ça commence sur une parcelle et puis après, c'est l'année suivante sur une autre parcelle. Donc là, on n'est pas sur de la modélisation, on est sur de la mise en place de partenariats, mais ça tâtonne, quoi. D'accord. Voilà. Mais
Après, il y a la question suivante sur si on veut, là, c'est pas de l'installation dans des zones où il n'y a plus d'élevage, par exemple. Mais il y a des zones où, par exemple, on n'a plus d'élevage et on veut remettre de l'élevage et la mixité, où là, il y a besoin de modélisation parce qu'on a besoin de dimensionner les exploitations, voilà, économiquement et humainement, quoi. Et dans ce Laura? cas-là, il y a un jeu qui avait déjà été mis en place et qu'on améliore. On appelle ça des jeux sérieux. C'est Oui, un jeu serious game, il faut dire quand on est snob. Exactement. Et donc, il s'appelle Oviplaine. Et en fait, dans le projet, on est 15 partenaires. Et il y a notamment l'école d'ingénieurs d'agronomie Agro Paris-Tech qui a travaillé. Il y a eu un projet tutoré là qui s'est terminé sur l'amélioration de ce jeu Oviplaine qui permet de modéliser, pour reprendre votre terme, l'arrivée, le pâturage d'interculture par des éleveurs en prenant une cartographie des parcelles, en mettant les différents acteurs autour de la table, voire les céréaliers, voire les éleveurs, pour permettre effectivement de dimensionner un peu, de montrer à quel moment on peut aller sur une parcelle, quand est-ce qu'une autre va avoir un couvert pâturable, et quels sont les outils à mettre en place pour favoriser ce pâturage, notamment en ce qui concerne la pose de clôture pour les animaux, l'accès à l'eau, etc., à un abri par rapport au soleil, notamment l'été. Ah oui, c'est vrai que ça, il faut y penser. Il ne suffit pas d'amener des boutons. Oui, il faut une clôture et il faut un abri. Donc, c'est un coût quand même. C'est un coût. Alors ça, c'est sûr, ça nécessite aussi pas mal de temps. Et ça fait vraiment partie des axes qu'on va expertiser dans le projet, de faire des bilans de travail à la fois du côté des éleveurs et des céréaliers pour aller creuser plus finement sur ce que ça impacte en termes de temps de travail, d'aller effectivement poser les clôtures, de les enlever, de gérer l'abreuvement et puis aussi de gérer tout ce qui est surveillance des animaux. Oui, puis ça se finance tout ça. Comment on finance ce rapprochement, cette polyculture élevage? Il y a des aides? C'est la PAC? C'est quoi? Il n'y a pas d'aide spécifique dans ces démarches-là. On a des aides dans des zones pastorales qui existent, parce qu'on peut avoir, il n'y a pas comme en Dagne qu'on a des zones pastorales, on en a maintenant aussi, par exemple, dans le Lot, en Dordogne. Dans ces zones-là, il peut y avoir du financement, notamment de gardiennage, par exemple. Après, les financements de clôture, souvent les régions, elles financent aussi, mais ça, que ce soit sur du pâturage externe à l'exploitation comme interne, ça c'est pas. Mais je dirais que souvent, quand même, cette mise en place du pâturage externe à l'exploitation, c'est de la clôture mobile, généralement, principalement le premier budget. Et les éleveurs qui font ça, je pense qu'ils sont déjà habitués à avoir de la clôture mobile et ils ont déjà cet équipement-là. Donc, ça fait partie déjà de leur investissement. D'accord. Voilà. Okay. Ensuite, il y a quand même le coût de l'interculture. Mais ça, ils le font déjà, de toute façon, l'interculture. Voilà. C'est aussi. Donc, c'est un peu de deux côtés, c'est déjà fait plus ou moins. D'accord. Je vous prends une question. Il y a 2 questions Internet. Cette pratique pourrait-elle, question d'André Blouet ou Blouette, voilà, je suis tellement à cheval sur la prononciation de mon nom que je fais gaffe. Cette pratique pourrait-elle concerner des cultures principales d'hiver, colza, blé, à l'instar de ce qui se fait sur d'autres continents? Pâturage de blé dans le Kansas, par exemple. Vous connaissez le Kansas par cœur, évidemment. Bien sûr. Non, c'est des choses qui ont aussi été testées en France, notamment en Île-de-France. Et si on s'est vraiment intéressé là et centré sur le pâturage des intercultures, c'est parce qu'effectivement, il y a déjà des travaux qui ont été conduits, notamment comme ce qui vient d'être mentionné sur du pâturage de blé, alors avant le stade épi 1 cm, sinon on risque de ne pas récolter grand-chose, et de colza aussi. Et effectivement, plutôt du pâturage ovin dans ces cas-là. Et nous, sur le pâturage des intercultures, ce qui nous intéressait à creuser aussi, c'était vraiment le pâturage par les bovins. Parce qu'une des grosses questions qu'on a et qui freine un peu les céréaliers à accueillir des troupeaux sur leurs parcelles, c'est la question du piétinement. J'allais y venir, justement. Est-ce qu'il y a des sols, est-ce qu'il y a des topographies qui empêchent une certaine charge à l'hectare ou qui empêchent carrément d'être pâturé par les moutons?
Oui, bah, alors ça, qu'on pâture des couverts végétaux ou qu'on aille pâturer dans une prairie, c'est sûr qu'il y a des types de sols et des Mm. moments où, suite à une pluie importante, il vaut mieux pas trop rentrer dans les parcelles. Mais si on fait attention à faire rentrer des animaux sur des sols ressuyés, il n'y a pas de souci. Et finalement, dans les enquêtes qu'on a faites, que ce soit au niveau Grand Sud-Ouest, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie ou même au niveau France, ce qui ressort, c'est que bah, cette crainte des céréaliers, elle est globalement infondée et qu'on a plus de 90% des céréaliers qui disent qu'effectivement, ils voient qu'il n'y a pas d'impact du passage des animaux sur une compaction de leur sol ou alors vraiment très, très, très légèrement et en surface. Et donc, c'est des piétinements qu'on sait tout à fait, D'accord. enfin, des compactions qu'on sait bien gérer qui n'ont rien à voir avec celles qui peuvent être occasionnées par le passage Le passage des engins. matériel extrêmement lourd en conditions. D'accord. Et est-ce que vous avez pu mesurer l'impact fertilisateur de ces moutons? Autrement dit, Ouais. le moindre achat d'engrais minéraux qu'autorise le fait de faire pâturer ces terres par des moutons. Alors, c'est vraiment un des objectifs D'accord. du projet. Pour l'instant, ce qu'on a pu constater, c'est que les agriculteurs et les céréaliers qui font pâturer leurs couverts ne modifient pas beaucoup leurs pratiques de D'accord. fertilisation, Ah bah parce zut. qu'il y a toujours une grosse différence entre ce qu'on espère et puis derrière ce qu'on est prêt à rationner. Et comme il y a le potentiel de rendement qui est toujours un peu là, qui est là en fond et c'est tout à fait normal et légitime, on n'a pas vu beaucoup de diminution de fertilisation. C'est quelque chose qu'on va mesurer. On a commencé les suivis de parcelles. Et puis, ce qu'on va mesurer, c'est effectivement ce qui est restitué et puis quelles sont les dynamiques de restitution de ces éléments, azote, phosphore, potasse. Et pour l'instant, les premiers retours qu'on a à observation, au vu de ce qu'on a vu sur le terrain et ce qu'on peut ressortir de la biblio, c'est qu'au moins pour l'azote, le fait de faire pâturer ces couverts végétaux par rapport à les broyer et à les restituer hein, dans les deux cas, ça permet d'avoir un azote qui est plus rapidement disponible pour la culture suivante. Et donc, il y a un vrai intérêt par rapport à cette gestion de l'azote du pâturage. J'y pense, on parle que de céréales, mais on ne peut les mettre que sur de la céréale. Les moutons, on ne peut pas les mettre sur d'autres types de production. Sur la culture en elle-même ou l'interculture? Non, sur la culture en elle-même. Sur la culture en elle-même, il y a eu du pâturage de betteraves. Ah bon? Oui, le pâturage des betteraves qui C'est s'est pas pour fait. remplacer les néonicotinoïdes, ça, hein? Non, mais Oui, pour ils peuvent effeuiller. bien Alors, manger les pucerons aussi. Mais... voilà, je connais pas bien la culture de la betterave, mais il faut, juste avant récolte, il y a le passage des brebis pour effeuiller qui remplace la D'accord. machine, quoi, on va dire. Il y a ça, du pâturage de colza, et après céréales principalement. Après, je vois pas d'autres cultures parce que de toute façon, il faut des monocotylédones parce que sinon, après, Pourquoi? pour les Pour- reprises, Ah oui. bah, ouais, sinon, je pense qu'on n'aura pas, si on fait pâturer des pois ou des vesses, enfin, les vesses, c'est pas, je vais dire des bêtises, moi, bon, les pois, par exemple, on n'aura pas après une remontée floraison et jusqu'à graines, quoi. D'accord. Question de Charles Gers. Comment peut-on gérer les semences d'interculture favorables au pâturage sans les contraintes de la PAC céréaliculture? Oula. Moi, j'ai pas compris la Pas question. moi non plus. Non plus. En fait, ce qu'on observe finalement, je ne sais pas si ça va répondre à la question, mais c'est que la majorité des espèces qu'on peut semer dans les intercultures sont pâturables. Et du coup, de ce qui ressort là de nos enquêtes, c'est que c'est super si le céréalier peut un peu orienter ses mélanges de couverts pour que ça soit plus appétant et que ça ait des meilleures valeurs alimentaires pour les animaux, mais que c'est pas forcément ce qui se fait toujours et que pour autant tout le monde y trouve son compte et que les brebis ou les vaches sont toujours en bon état quand elles sortent. Mhm. Parce que vous faites pâturer des vaches aussi. Il n'y a Mm. pas que du mouton. Non. Il y a des vaches, alors c'est surtout du pâturage d'interculture d'automne, donc plutôt août, septembre, octobre. Voilà, après moisson, pâturage de sorgho, voilà, où c'est assez portant, D'accord. parce qu'en hiver, il ne s'y risque pas quand même en plein hiver, comme avec des brebis où c'est plus faisable.
D'accord, oui, ça doit être plus restreint quand même, l'éco-pâturage. Bon, on peut parler d'éco-pâturage par les bovins, puis la charge à l'hectare n'est pas la même quand même. Là, il y a un risque de Oui. piétinement, non? Alors, c'est toujours pareil, ça dépend aussi de la technique de pâturage. Généralement, quand même, les éleveurs, quand ils vont pâturer des intercultures, alors en brebis, ils peuvent avoir facilement, parfois, faire au plus simple et mettre sur des grandes surfaces un gros lot sans avoir à tourner particulièrement et redécouper les surfaces. En bovin, on est souvent quand même sur du fil avant, fil arrière où on progresse et où c'est quand même bien cadré. Et voilà, tout dépend de la technique de pâturage, de ne pas laisser stagner les animaux à un endroit et puis en effet éviter les mauvaises périodes, sachant quand même que l'éleveur n'a pas trop intérêt à laisser ces Mhm. animaux patauger parce que, bon, voilà, et après il y a quand même voilà, des problèmes de boiterie, surtout en ovin par exemple, et ça devient D'accord. compliqué derrière, quoi, au niveau santé animale. Après, Alors, ce qu'on voit quand même là dans les parcelles suivies, juste comme rapide complément, c'est que finalement, des bovins, c'est beaucoup des polyculteurs éleveurs qui font Mm. pâturer leurs animaux d'accord. sur leurs parcelles et qu'on a beaucoup moins d'éleveurs de bovins qui déplacent Oui. leurs animaux pour aller les faire Pourquoi? pâturer. Alors que Parce que c'est chiant, c'est compliqué, tout simplement. C'est plus compliqué, oui. Ouais. Déplacer un lot de vaches, on Bon, va pas faire les mêmes kilomètres. Après, c'est certainement aussi dans la culture, dans notre culture. C'est vrai qu'on voit pas trop transhumer des des vaches. bovins, à part en montagne, des vaches, oui, plus difficilement. C'est vrai, mais on va venir à ça. Mais Charles Gers revient à la charge. Il dit elles sont pâturables, mais si c'est comme les bandes enherbées, c'est interdit par la PAC. Le fait d'avoir ensemencé en interculture. Je pense que c'est ça. Alors, pour moi, c'est les jachères où il y a des interdictions. Interculture, alors, je fais pas, nous, toutes les deux, on fait pas de dossier PAC. Donc, D'accord. c'est très Heureusement pour vous. spécifique. Voilà. On va D'accord. dire ça comme ça. Alors, on a parlé des moutons, on a parlé des vaches. Il n'y a pas de pastoralisme avec des cochons. Je sais que ça existe dans certaines forêts ou avec des chèvres. Alors, Peut-être que je dis une énorme connerie, hein. non, 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 non. En Espagne, il y a du pâturage, de l'entretien de forêt, un peu de pastoralisme avec des cochons. Mhm. Euh, nous, ça n'existe enfin, à ma connaissance, ça n'existe pas. Après, on a quand même des problématiques avec la faune sauvage et des problématiques sanitaires que je ne maîtrise pas bien, mais par rapport Avec les à sangliers, grippe ouais. porcine, etc. Donc, Mhm. c'est compliqué. En caprin, alors, euh, je pense quand on va vers l'Occitanie, on peut avoir des cheptels caprins qui font un peu d'entretien à la fois production et entretien de paysage. Nous, Nouvelle-Aquitaine, Sud-Ouest, 99% des élevages en caprin, c'est très peu de pâturage et elles mangent de la luzerne. Voilà. La luzerne. Donc, La luzerne, je on pensais que n'est ça pas faisait. encore sur de l'entretien. Ouais. La luzerne, ah oui. Non, j'allais vous dire, je pensais que ça faisait gonfler, mais non, ça ne fait gonfler que les vaches, la luzerne, hein. C'est tout ruminant. Ruminants, Tout... mais oui, c'est des ruminants, mais oui. Oui, oui. Voilà, mais ça fait beaucoup gonfler, il paraît. Enfin bon, bref, j'ai vu des vidéos assez étonnantes, hein. Mm. Voilà, j'arrête de faire mon malin. Est-ce qu'on peut dire, voilà, je sais pas, pour un hectare, 10 hectares, il faut tant de moutons? C'est ça l'idéal, Ben, ça dépend de la biomasse qui est disponible. tout simplement, d'accord. Et en résumé, moi, je dis aux agriculteurs, bon, ils le savent, hein, mais c'est une brebis, c'est 2 kilos de matière sèche par jour. Voilà, qu'il lui faut. Donc, c'est à calculer. Voilà, faire le calcul en estimant la biomasse disponible. Tant de brebis, c'est tant de jours. D'accord, et ça, vous Donc, êtes c'est au cas par capable, cas. vous êtes capable toutes les deux de le modéliser, j'en reviens à ça, quand vous avez une question d'un agriculteur. Tu produis autant, ça peut te faire autant de moutons. Oui, on peut le modéliser. Après, dans le projet, il y a aussi l'idée de cartographier la biomasse disponible à l'échelle d'un territoire, parce que l'idée du projet, c'est on a D'accord. des partenariats éleveurs céréaliers
Mais l'idée, c'est quand même d'essayer de travailler à l'échelle des territoires. Parce que parfois, un simple partenariat ne va pas permettre, par exemple, si on est dans un territoire où il y a très peu d'élevage, si on veut réintégrer de l'élevage, il va falloir travailler avec plusieurs céréaliers, voilà, à l'échelle territoriale. Donc, l'idée, c'est de travailler avec des images satellites pour cartographier à l'échelle d'un territoire donné la biomasse disponible, le type de biomasse et les volumes disponibles. Et de proposer comme ça des calendriers de pâturage des éleveurs, quoi. Et qui aille du coup au-delà uniquement de la surface interculture. Pascal Favreau, une question pour vous. Comment le pâturage des ambroisies est apprécié par les éleveurs? Sera-t-il généralisable dans d'autres secteurs où cette plante est envahissante? Alors, généralisable, la problématique, c'est que l'ambroisie, généralement, elle est sur les cultures, hein, et sur les cultures, il n'y a pas les animaux, quoi. Donc, c'est un peu, ils ne sont pas au bon endroit. Donc, en effet, il faut les déplacer. Donc, ça sera possible là où il y a des éleveurs qui sont prêts à déplacer leurs troupeaux pour faire ce genre de choses. Ce qu'on sait en tout cas, c'est qu'a priori, l'ambroisie a une bonne valeur alimentaire. Et on l'a vu cet été, au moment où tout était sec, mais on voyait l'ambroisie, par contre, qui était d'un vert pas tendre, je ne sais pas le qualifier, mais vert foncé, comme si on lui avait déversé de l'azote quotidiennement. Et donc, on est à des taux de matière azotée totale équivalent à une prairie au printemps, quoi, quand même. Donc, ça peut être intéressant. C'est pas tant une saloperie que ça, l'ambroisie. Si tant pas est que vous avez un petit mouton derrière. C'est ça. Donc, c'est très appétant. Comme disait Laura tout à l'heure, quand c'est pas trop avancé en maturité. Très appétant et en plus, alors voilà, riche en matière azotée totale, riche en énergie, enfin, bien pour la magnifique. Voilà. Alors, Francis Mercadier, qui a fait un C dans le sol avec nous il y a 2 mois, vous fait une petite remarque. En Pays Basque, je crois avoir vu, enfin, il croit avoir vu, un éleveur de porcs gascons les mettre sur une prairie artificielle et peut-être a-t-il fait derrière une culture. Voilà, bonsoir Frédéric et bonsoir Jacques. Bon, ça ne nous concerne pas. Voilà, juste un petit témoignage. J'en reviens à quelques chiffres. Ce que vous faites là, honnêtement, c'est dans la marge du trait. C'est anecdotique ou ça commence à s'étendre et à inspirer confiance à l'ensemble du monde agricole d'ordonniers périgourdins? On a vu quand même, mais alors là, il y a plein de facteurs qui se regroupent, mais on a eu pas mal quand même de coups de fil sur le pâturage des intercultures et des surfaces additionnelles de manière large, qui s'expliquait par le fait que quand on voit son voisin faire, ça nous pose question et qu'on se dit que si lui le fait, pourquoi pas nous? Et puis par effectivement le dérèglement climatique et la sécheresse qu'on a quand même connu cet été. On le voit effectivement à ces coups de fil d'agriculteurs et aussi au nombre de projets qui traitent du pâturage, de culture, d'interculture, de surfaces additionnelles, d'arbres fourragers. On essaie vraiment d'échanger le plus possible avec tous les autres projets qu'il y a en France et on voit qu'il y en a beaucoup qui sont en train de se développer. Là, pour l'instant, il y en a combien? Il y a combien de couples d'éleveurs et cultivateurs que vous suivez? Alors, dans le projet en lui-même, parce que le projet, c'est pas que la Dordogne, on va je ne dis pas de bêtises, de la Vienne, en passant par le Tarn jusqu'au Gers. La Charente et la Haute-Vienne. Alors, on a Charente et Haute-Vienne, oui, aussi. C'est ce que vous m'avez dit l'autre jour. Oui, c'est ça. Et donc, sur ces territoires-là, à l'heure actuelle, déjà, on a fait des enquêtes sur une trentaine de binômes, éleveurs céréaliers. Et certainement qu'il y en a d'autres, mais qu'on ne connaît pas. Voilà. Donc ça, c'est des binômes. Mais après, comme on disait tout à l'heure, il y a aussi
le polyculteur éleveur qui a de plus en plus la démarche d'aller faire pâturer des intercultures ou même ses propres cultures chez lui, quoi. D'accord. C'était plus rare avant. Vous en parlez de ça auprès des élèves agriculteurs dans les lycées agricoles? Oui, on leur en parle. Et finalement, ben, c'est chouette parce que quand on les rencontre, il y en a qui disent ah, mais chez mon maître de stage, on fait ça aussi, alors on va peut-être le faire chez moi. Voilà. Donc, alors, ça reste toujours un peu anecdotique, mais il y en a toujours un ou deux à la fin qui viennent nous voir pour dire qu'il est concerné par la thématique et que ça lui plaît bien, quoi. D'accord. Elisabeth Maurice vous demande, savez-vous quelles régions ou départements sont en avance, plus en avance que vous peut-être, sur le pâturage des intercultures? Alors, il y a le bassin Île-de-France qui bosse pas mal dessus, notamment dans le cadre du projet POSIF. Quel est ce projet? POSIF, Alors, vous dites? POSIF, alors l'acronyme, je ne Non, le non, non, connais non, pas non, par attention, cœur, on mais n'a en plus le tout temps. cas, voilà, c'est POSCIF. Mhm. Et donc, c'est l'asso Agrophile qui a mené ce projet avec l'Institut de l'élevage, avec AgroParisTech, avec l'INRA, je pense. Enfin, il y avait du monde aussi, comme dans Interagis Plus. Et ils sont avec BrebisLink, c'est les, entre guillemets, les ancêtres enfin les ancêtres, les, ceux à l'origine du projet Interagis. Interagis Plus fait suite. En fait, quand on a D'accord. monté Interagis Plus, on a regardé ce qu'ils avaient fait pour voir ce qu'il fallait compléter et ce qui était transposable dans le sud-ouest. Enfin voilà. Donc, Alors, c'est on s'en sort. pâturage ovin en système céréalier en Île-de-France, POSIF. Voilà. Voilà. Merci. Bah, je vous en prie, ça m'a fait plaisir. N'hésitez pas à demander. Il y a une question que j'avais oubliée. Est-ce que, voilà, vous m'avez dit, on peut difficilement mesurer comment dirais-je, un abattement dans l'usage dans l'usage des engrais minéraux pour les céréaliculteurs qui font venir chez eux des moutons. Est-ce qu'on mesure un abattement sur le glyphosate et autres pesticides? Alors là, c'est aussi quelque chose qu'on va vraiment expertiser. Ce qui ressort des enquêtes, c'est qu'on a à peu près 20% des céréaliers qui disent voir qu'il y a un vrai impact du pâturage sur la pression adventice sur la culture qui suit et que ça leur permet d'éviter un broyage et ou un passage d'herbicide. Et c'est D'accord. quelque chose qu'il faut qu'on expertise parce que voilà, on peut parler de glyphosate, mais des fois, c'est rattrapé par un herbicide qui est fait sur la culture de plantes ouvrières, donc ça nécessite d'être revu un peu finement à l'échelle du système de culture. D'accord. En tout cas, Oui. pardon. Ils parlent souvent, en tout cas, s'ils ont du mal à dire bah, c'est un herbicide en moins, quoi. Ils parlent de facilité de reprise des sols après D'accord. pâturage. Et de temps gagné. Ce qui ressort aussi, c'est que Du temps gagné. ils estiment en moyenne à une demi-heure gagnée sur la préparation de sol pour la culture suivante. C'est pas rien quand même. C'est pas rien. Et au-delà de cet aspect gestion adventice qui est vraiment ressorti en avant, ce qui était déjà ressorti dans le projet possible dont on vient de parler, c'est vraiment l'effet sur les limaces et sur la pression limace sur la culture suivante. C'est souvent des cultures de printemps, en fait, comme disait Camille tout à l'heure, on fait quand même souvent du pâturage fin d'été, début d'automne. Mais les moutons ne mangent pas des limaces. Mais si, elles sont à Ah l'insu bon? de leur plein gré. Alors, les moutons peuvent manger les limaces. Et puis, en plus, comme il y a toujours un peu de piétinement quand même, et que les limaces, n'est-ce pas, se faufilent dans des galeries existantes puisqu'elles n'ont pas de pattes pour creuser de galeries. On a un vrai effet sur la pression limace qu'on va revérifier dans le cadre du pâturage des intercultures, mais qui ressort vraiment nettement des projets possibles et de ce qu'on peut voir dans la biblio, y compris dans la biblio américaine, et on en parlait D'accord. tout à l'heure avec le Kansas. Alors, je rebondis sur mon intro. J'avais dit le pâturage des intercultures. D'autres, comme Solagron, prônent que les intercultures aillent dans le cœur des méthaniseurs. Est-ce que vous n'êtes pas en concurrence? Est-ce que c'est deux visions forcément opposées ou qu'on peut faire dialoguer, conjuguer? Je vous dis ça parce que lors des JMS, pardon, Journée mondiale des sols, lors de la plénière de clôture, finalement, on n'a parlé que de ça, de la concurrence pour la matière organique, notamment exercée par les méthaniseurs. Vous en pensez quoi, vous? Alors,
Alors, si on parle de la Dordogne, on a le développement de méthaniseurs. Mhm. Pour l'instant, on en parle en concurrence quand on a un été de sécheresse et qu'on voit du maïs en silage qui part dans le méthaniseur. Là, on entend roumer. Après, sur la Gironde, donc là, on avait du pâturage d'interculture qui s'était réinstallé depuis une dizaine d'années et qui a été arrêté à cause de la mise en place de méthaniseurs, quoi. Donc là, on est vraiment sur de la concurrence directe. Donc, il faudra choisir, mais qui peut choisir, qui peut définir, qui peut allouer la ressource biomasse? C'est les agriculteurs. Oui, Malheureusement, pour l'instant, c'est le propriétaire des terres, quoi. Enfin, d'accord. l'exploitant des terres. Et, Oui, faut laisser aux céréaliers, effectivement, de ouais. voir quelle valorisation on en fait, en sachant quand même qu'on parle de pression sur la ressource et qui est là et qui sera là et qui se développera un peu et qui se développera en parallèle d'une vraie augmentation des surfaces de couverts végétaux et d'interculture en lien avec la nouvelle obligation de la PAC. Mhm. Très intéressant. Alors, c'est la région Grand Est qui, elle, a légiféré et sur les projets qu'elle trouve inaptes au maintien d'une petite agriculture familiale, il retire toute subvention au développement des projets de méthaniseurs. Voilà. Est-ce que ça peut être adapté ailleurs? J'en sais rien. Florent Costesec et Chêne vous pose une question. Est-ce que des diagnostics carbone aux échelles des exploitations sont possibles dans le cadre de votre projet, pour mesurer les émissions du pâturage? Ou alors c'est trop compliqué? C'est déjà compliqué un bilan carbone. Euh, ça fait partie des sujets qu'on va traiter. Ouais. On a prévu, effectivement, on a plusieurs axes de travail dans le projet Interagis Plus. On a vraiment un axe de travail, on en parle un peu depuis tout à l'heure, mais sur des suivis vraiment en parcelle agriculteur, avec des parcelles avec ou sans témoin. On ne peut pas avoir de témoin partout. C'est pas toujours facile de laisser une zone où le couvert est énorme. Il va falloir revenir le broyer spécifiquement. Mais du coup, on fait des suivis vraiment à l'échelle des parcelles et l'objectif, c'est aussi de faire ce qu'on appelle dans notre jargon les évaluations multicritères, les EMC, pour avoir une évaluation en plus de ces aspects techniques et agronomiques qui intègrent aussi des indicateurs sociaux et économiques et environnementaux, dont les émissions de gaz à effet de serre. La question, c'est de savoir effectivement à quelle échelle on fait ces bilans carbone et quel modèle on utilise. On a plusieurs modèles disponibles et effectivement, ça fait partie des choses qu'on va expertiser. Reste à savoir exactement de quelle manière. Ça, on ne sait pas encore calé fini. Alors, Antonio Pereira est œcuménique. Vous allez voir, du seigle dans un couvert estival peut très bien être pâturé en automne et ensilé en mai pour un méthaniseur. Oui, complètement. Et c'est très juste, ouais. On n'a effectivement pas dit qu'il y a une double valorisation qui peut être faite sur un même couvert, complètement. D'accord. Une question que je ne vous ai pas posée, c'est bien un assemblage, la polyculture élevage, un cultivateur et un éleveur. Est-ce qu'il y a une distance entre les deux, au-delà de laquelle ça devient compliqué de mettre en place cette polyculture élevage? Autrement dit, que ça peut être que de l'ultra local? Alors, c'est principalement de l'ultra local parce que la majorité des éleveurs, ils font moins de 5 km pour aller faire pâturer. Ça peut aller jusqu'à 10 km, mais quand on est déjà entre 5 et 10 km, généralement, l'éleveur est obligé de prendre une bétaillère. Il peut le faire aussi à pied, mais ça dépend évidemment des chemins et des routes à traverser. Donc voilà, l'idéal, c'est 5 km. Ça va jusqu'à 10 km. Au-delà, il y en a, mais là, 10 km, c'est bétaillère obligatoirement. Et donc, on n'est plus sur du temps de séjour important. Là, il faut que l'éleveur, ça vaille le coup qu'il déplace ses animaux de la D'accord. surface conséquente en face, quoi. Donc, ce qui veut dire que si vous voulez développer cette polyculture élevage des intercultures, il faut finalement installer des éleveurs pas loin des grandes Oui, cultures. oui. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de candidats? Alors, les éleveurs, il n'y en a pas beaucoup. C'est pénurie. Et ça ne va pas en s'arrangeant. Alors, ça ne va pas en s'arrangeant globalement sur l'élevage, mais sur des systèmes comme ça, un peu pastoraux, ça a plutôt tendance à se développer. Par contre, voilà, faire venir de l'élevage dans des zones où il n'y en a plus du tout, ça c'est un sacré défi.
Et ça vient, je pense, plutôt on le voit chez des céréaliers qui ont un attachement à l'élevage, on va dire, plutôt historique, et qui voient l'intérêt de remettre de l'élevage dans leur culture, chez eux, et donc qui peuvent salarier un éleveur, ou bien, enfin voilà, ça peut commencer par du salariat, ou un partenariat un peu éloigné dont on parlait, où il fait venir un troupeau avec bétaillère pendant, par exemple, 4 mois, et il va héberger l'éleveur. Donc, ça commence comme ça. Et c'est là où l'étape suivante, c'est une organisation à l'échelle territoriale. C'est là où cette étape-là a commencé un peu en Île-de-France, justement, où c'est à plusieurs céréaliers se dire qu'est-ce qu'on a à offrir pour pouvoir installer quelqu'un. Mais alors après l'avoir installé, généralement ça va être des formes de vente directe, parce que il n'y a pas d'organisme de producteur en face pour acheter le lait ou les agneaux. Donc on va être sur de la vente directe, et là c'est compliqué parce que souvent ça peut être aussi des animaux qui sont finis sur des couverts. Alors, c'est pas toujours évident de faire des agneaux standards, homogènes, comme veulent les grandes surfaces, on va dire. Donc, il y a tout à construire derrière. Il y a toute la filière aval, et il y a même pour moi, à révolutionner les standards de la filière aval, qui est depuis des années. L'agneau fait 18 kilos. Il est comme ça, norme. Voilà. C'est pareil partout. Vous avez été particulièrement clair, merci. C'est déjà fini, c'est passé tout seul, comme un troupeau de moutons traversant une route départementale de Dordogne. Ça peut être un argument touristique, mine de rien, des transhumances nouvelles. Ça plaît beaucoup, ça. Hein, enfin, est-ce que la Dordogne a besoin de ça pour attirer des touristes ? Je ne suis pas sûr, mais ça peut aider. Laura Dupuis, Camille Ducourtieu, merci. Vous êtes en Dordogne. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai dit, je ne vous l'ai pas dit. Il fut un temps où j'ai fait du guide de voyage. Je me suis occupé de votre département pour Michelin et Gallimard. Donc, je vous conseille d'aller manger à la Belle Étoile à la Roque-Gajac. Voilà, ce restaurant est sublime, le restaurant de Régis Ongaro. Voilà, rien que d'y penser, j'ai le ventre qui gargouille. Merci encore pour votre clarté et votre enthousiasme. Le mois prochain, nous serons le 25 avril. Ce sera une surprise, ce sera la 30e émission. Rendez-vous compte, 30 ans, 30 émissions, ça se fête. Je ne sais pas ce qu'on va faire du tout. Je n'ai pas le sujet. A priori, ce serait un sujet sur l'eau, cette saison, l'eau, surtout quand il n'y en a pas. On vous tiendra au courant. Merci d'avoir été là. Vous pouvez reprendre une vie normale, aller manger. Moi, c'est la première fois que je déroge à ma règle. Habituellement, je délivre mes recettes, le plat que je vais manger après, je n'en sais rien. Donc, ça va être une boîte de sardines, et puis c'est tout. Merci, et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.